Wesh, Wesh, wesh. wesh. Ça va Ça quoi va quoi la famille, vous m'entendez bien là? Dites-moi, Dites-moi, c'est un problème de son. En fait, j'ai un nouveau PC et et j'ai dû reconfigurer tout mon son, tout mon setup. Je sais pas du tout si vous m'entendez bien. Désolé si le son est un peu dégueulasse ce soir. Je Je pourrais pourrais pas faire mieux. Hein. Écho. Écho. Merde. Attendez. Ça met une écho. Attends. Là, c'est sous écho toujours là encore ou pas? Ouais. Et là, c'est sous écho ou pas là, comme ça là? Normalement, il y a une seule piste son là. C'est good. Ok, c'est parti. Ça va ou quoi la famille? Vous allez bien? Non, c'est bon là. Ok, excusez-moi, en fait, j'avais 3 pistes son, j'avais pas vu. 22h pile. Je suis à l'heure pour une fois, hein. C'est l'aime. Ça va ou quoi la famille? Putain, dommage, j'ai pas de waiting screen parce que j'ai envie de commencer à parler dès maintenant. En vrai, ça va pas durer archi longtemps, les gars. Enfin, le React, la vidéo de Feld Up, elle dure 1h30, donc ça va durer longtemps. Mais ce que je voulais dire un peu avant, je vais pas parler 1 heure non plus. Mais vu que j'ai pas de waiting screen, j'ai envie de parler dès maintenant, mais il faut que j'attende un peu que les gens arrivent, donc peut-être vers 22h05, je sais pas. Il date, wesh. Ouais, j'avoue, ça fait longtemps que j'avais pas live, hein. Ça fait 1 mois et demi carrément. Merci Feld Up pour la soirée. Par contre, la vidéo d'1 heure et demie, c'est long, hein. Je pensais que c'était une vidéo d'1 heure qu'il avait sorti, enfin genre 40 minutes. T'as bronzé. Bah, pourtant, je suis resté qu'à Paname, hein. Je suis resté qu'à Paname, c'est le soleil de Paname. Le programme de ce soir. Le programme de ce soir, on va réact la vidéo de Feld Up, tranquillement. Mais ça, ce sera plus tard. Et juste au début, un peu, faut qu'on parle un peu ensemble. J'ai plusieurs points à aborder tranquillement. Voilà, donc vraiment, c'est un talk pépère là ce soir. Voilà, c'est pas en mode prise de tête. Mais t'es en retard, Billy Chéri. Non, j'ai lancé à 59 carrément. Les cheveux ont poussé. Ouais, faut que je les coupe là. Je les coupe. T'étais pas à Aix? Si, j'étais à Aix pour le match avec Zizou, mais c'est vrai qu'on est resté 3 jours dans le sud. C'est là où j'ai bronzé, je pense. C'est dans le sud. En mode chill, ça discute. Ouais, bah de toute façon, là, je pense que je vais commencer. Ça a l'air sportif. Non, en fait, c'est juste avec l'été, j'arrive plus à manger. Il fait trop chaud là pour Graille, j'ai perdu un peu de poids là. T'en penses quoi des émeutes? Bah, on va en parler ce soir. On va en parler, Inch'Allah. En vite fait. Le donut sur le fiac, faut en parler. On va en parler. Vous inquiétez pas, on va en parler. Bah, je vais commencer en vrai, hein. Je vais commencer. Ceux qui sont en retard, bah, il y aura probablement la rediff sur YouTube ou je sais pas, des gens prendront le clip pour le mettre sur Twitter, j'en sais rien. Mais on va commencer à parler. Euh, Bah, déjà, la famille, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que les choses se passent, que vers chez vous, ça va à peu près aussi. Je sais pas dans quelle zone vous habitez, mais bon, je sais que dans plusieurs villes d'Île-de-France, c'est la merde en ce moment. Mais j'espère que tout se passe pour vous, la famille. Moi, Hamdoulet, j'ai essayé de prendre un peu de temps pour moi là dernièrement. Je suis un peu en retrait là sur les réseaux parce que ça, c'est un coup à finir en hôpital psychiatrique. tellement, tellement ça va dans tous les sens. Ça en veut à tout le monde. Ça aborde mille et un sujets. Il y a mille et un débats. Franchement, des fois, quand je passe 2 heures sur Twitter, je coupe mon tel. J'ai l'impression que j'ai des voix dans ma tête. J'ai des voix, c'est un brouhaha en fait, tout ça. On dirait un cirque à ciel ouvert, ça. Mais à Valenciennes, c'est la merde. Attendez, excusez-moi, je vais bien parler devant le micro. Désolé, hein, j'ai pas des réglages de fou ce soir, ça veut dire que je dois bien parler devant le micro, sinon ça va mal capter. Mais en gros, j'avais un petit message pour tous les typeux qui me suivaient. C'est pour ça que j'avais dit les plus jeunes qui me suivent ce soir, soyez là. Je vous fais pas la morale, les refs, loin de là, hein. Je vous donne un conseil comme un grand frère. Voilà, c'est vraiment un conseil, vous en faites ce que vous voulez, je suis pas vos darons. Je suis pas là pour vous éduquer, c'est. Voilà. Donc je vous donne juste ce petit conseil, si je peux me permettre. Mais je vous conseille juste de rester chez vous tranquillement. Et parce qu'en fait, c'est vraiment très complexe ce qui vient de se passer là sur les 3 derniers jours. Il y a plein de sujets qui se sont mélangés à ce qu'on peut voir sur les réseaux.
dans les vidéos, etc., etc. Et ce qui partait de base d'un sentiment d'injustice, je pense, et excusez-moi d'avance hein, si dans tout ce que je vais dire, parfois je dis de la merde, j'ai pas la science infuse, les gars. J'ai pas fait Sciences Po, j'ai juste un bac ES. Voilà, je suis pas un mec surdoué, surintelligent, je suis pas sociologue. Donc voilà, je vous dis juste mon ressenti et ça part d'un bon sentiment. Je vous dis pas ça pour vous afficher, m'afficher moi, etc., etc. Vraiment, je vous parle d'un bon sentiment. Donc désolé d'avance s'il y a des trucs qui sont pas très clairs, si je suis pas voilà. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc tout ça qui part d'un sentiment d'injustice, je pense, pour la mort du petit Naël, Allah yarhamou. C'est ajouté à ça, je pense, plein d'autres, choses, des opportunistes, qui sont là uniquement, bah, comme vous avez vu, pour casser, pour piller des trucs, pour brûler des trucs et ça, c'est des gens, que ce soit pour la mort du petit Naël, je pense, ou je sais pas, pour une finale de coupe du monde ou pour, une manif, gilets jaunes. Dès qu'il y a des trucs, un mouvement de foule dans la rue, ils y seront avec, le même état d'esprit, c'est-à-dire pour tout niquer, tout enculer, tout brûler, tout voilà, ça, en fait, il y a ces gens qui se sont joints je pense aux premières personnes, du mouvement et qui se sont mis à tout niquer tout simplement et ce qui a fait qu'il y a eu trop de trucs qui se sont mélangés. On a carrément vu, des darons dans la rue, rentrer dans des Lidl, des trucs, des machins, voler des courses et cetera et voilà. C'est pour ça que je conseille aux petit peu de rester chez vous parce que là, c'est un truc qui nous dépasse. Il y a tout plein de sujets. Si vous décidez de sortir dans les émeutes dans la rue, en bas de chez vous et cetera, il peut vous arriver n'importe quoi les gars. C'est bien sûr pas ce que je vous souhaite, mais en descendant en bas de chez vous, sachez que vous descendrez pas, uniquement pour la mort de Naël parce qu'autour de vous, il y aura toutes sortes de personnes. Il y aura des personnes avec des intentions toutes les plus différentes les uns que les autres. Vous serez côte à côte avec des gens, ils auront pas les mêmes choses en tête que vous. Donc moi, si je peux vous conseiller un truc, c'est vraiment de rester à la maison tranquillement. Voilà, moi, regardez, bon après, je suis pas forcément un exemple, mais je suis resté chez moi tout le long, tranquillement, ma mif aussi et voilà, le seul truc que j'ai fait, bon, c'est une action dont je voulais pas forcément parler, mais parce que j'ai pas envie de m'en vanter, que ce soit de l'ostentation ou quoi, mais la seule chose que j'ai faite, c'est aller à la salade Geneza du petit Naël, Allah yarhamou tout à l'heure là, à Nanterre et on a eu, un petit discours, de l'imam. Putain, mon micro, je l'entends qui bug, je suis désolé. On a eu un petit discours, de l'imam et pour moi, il fait sens. Voilà, je sais pas ce que vous en penserez vous, mais il appelait juste à l'apaisement en disant de rester à la maison tranquillement et que dans tous les cas, de toute façon, il y aura pas meilleure justice que celle bon, là, je vais parler pour, tous mes frères, musulmans, musulmans et musulmanes, désolé, pour les autres qui comprendront pas, mais il y a pas meilleure, réparation, justice que celle qu'on peut demander auprès d'Allah, donc voilà. Donc multiplions les doigts, inch'Allah, faisons nos salades tranquillement, heu et demandons à Allah une justice, dans tout ça, que ce soit dans ce bas monde-là ou dans l'après. Donc voilà, ça c'était son discours, je suis entièrement d'accord avec ça et je pense qu'il y a pas meilleure façon de se faire justice qu'en demandant à Dieu. Au lieu de vouloir la faire nous-mêmes et qu'au final ça fout plus de merde qu'autre chose et après bon, bien sûr, je suis pas un spécialiste, en islam, bon, on en parlera après de toute façon. Je suis pas un spécialiste, voilà, je suis pas un savant, j'ai pas des années d'études derrière moi et cetera. Mais j'ai vu passer des trucs, bah, sur Twitter concernant, le dîn, la religion et on n'est même pas, en tant que musulman, censé être autorisé à être des fauteurs de troubles comme ça, en fait. À semer la discorde, la zizanie, enfin, je sais plus c'est quoi le terme, dans la rue, à tout niquer, tout brûler et cetera. C'est même pas un truc qui est censé être autorisé dans notre religion, donc je pense qu'il faut pas qu'on perde ça de vue. Faut qu'on reste le plus focus, possible là-dessus, même si on fait des erreurs. Même s'il y a des gens parmi vous dans le chat qui sont déjà sortis, qui ont déjà fait des conneries, je pense qu'il est jamais trop tard pour changer. Les gars, on reste des humains, on fait des erreurs. Vous laissez pas avoir par des gens qui vous répéteront sans cesse que vous êtes des merdes changez les gars. Si hier t'étais dans la rue, que t'as fait de la merde, ressaisis-toi maintenant, reste à la maison, merliche. Ce qui est fait est fait. Ce qui est fait est fait, on pourra pas l'effacer. L'essentiel, c'est de comprendre les choses au fur et à mesure et de se rectifier et de se corriger. Donc voilà, ça, c'est vraiment une partie, on va dire, religieuse. C'est clair et net. Il y a pas de débat là-dessus. C'est comme ça et pas autrement. Et la religion, elle est censée nous dicter tout ce bon comportement-là. Et bien sûr, quand je dis ça, je vous fais pas la leçon, les frérots hein, et les sœurettes. Je vous fais pas la leçon. Je suis dans le même cas que vous. Je fais des erreurs tous les jours. Tous les jours, on en fait tous. Sauf que bon,
Moi, plus particulièrement me concernant, vu que je suis un personnage public, entre guillemets, mes erreurs, elles se font voir publiquement, vous non. Donc, avec cette chance-là, ayez cette chance-là de faire vos erreurs en cachette et de vous repentir en cachette, tout simplement. Moi, c'est une autre histoire. Bon, on en parlera après. Mais voilà. Et aussi, euh, dernier point, je voulais juste m'excuser pour tous les frérots, les sœurettes qui me suivent, qui sont musulmans, qui sont rebeux, renois, toutes les minorités qui me suivent. Parce que j'ai fait un tweet assez maladroit. Je sais plus c'était quand, hier, avant-hier, je sais plus, mais je l'ai laissé 3 minutes, je l'ai supprimé. Mais beaucoup de gens ont vu ce que je voulais dire parce que c'est des gens qui me connaissent. Voilà. Mais je m'excuse juste parce que j'ai donné un peu de pain à l'extrême droite en faisant ça. Et je suis désolé, en fait, eux, ils m'ont dans le viseur, ils me loupent pas. Même si demain, je fais une autre connerie qui a rien à voir, ils vont quand même me repartager, etc., etc. Et ça peut faire un peu de mal à la communauté. Et moi, c'est tout ce que je désire pas, justement. Vraiment, je préfère faire des conneries, ça implique que moi. Mais malheureusement, vu qu'il y a Rebeu dans mon pseudo, et que c'est pas juste Billy92, et que voilà, les gens savent ouvertement que je suis musulman, que je suis Rebeu, etc., etc., bah, indirectement, j'impacte vos images. Et vous avez pas besoin de ça, surtout pas en ce moment. Vous avez pas besoin de ça, donc voilà, je suis désolé si ça vous a causé du tort. Moi, c'était pas le but du tout. Et quand je parlais de mon tweet, enfin quand je disais dans mon tweet que mon cerveau il connaîtra jamais rien de mieux, je parlais bien sûr de toutes les vidéos qui font pas objet d'incendie, de pillage, de cassage, de meurtre, de blessés. Je parlais vraiment de vidéos genre comme celle où il y a les Transformers dans la rue, j'ai explosé de rire. Le signal de Batman dans le ciel, j'ai explosé de rire. Et les gens qui me connaissent ont vite capté de toute façon, bah, juste en lisant les commentaires, que bah, un truc qui brûle, c'est pas ça qui va me faire des hacks en fait, c'est pas ça qui va me faire rire. Il y a quoi de drôle dans un truc qui crame On dirait je suis pyromane. On dirait il y a un truc qui brûle devant moi, je vais me plier le ventre, je vais me taper des barres. Donc vraiment, je parlais vraiment que de ces vidéos-là, mais vu que ma formulation elle était maladroite, j'ai supprimé en même pas 3 minutes. Je me suis dit putain, j'aurais dû mieux tourner les derniers mots, mais c'était déjà trop tard. Voilà, c'était repris de partout. Donc désolé si ça vous a causé du tort, les frérots, les sœurettes. Et voilà. Mais je pense que l'essentiel, c'est que vous voyez comment je suis, que bien sûr mes intentions, elles n'étaient pas mauvaises à propos de ça. Des erreurs, j'en ai fait la famille et j'en ferai. J'en ferai, je reste un humain. Je suis. En fait, il y a deux cas de figure possibles. Soit je deviens un pantin archi lisse au discours tout le temps, ultra bienveillant, j'ai pas de prise de position et je ferai plus jamais de conneries. Ce qui me ferait chier, franchement, parce que c'est pas moi. Soit je reste moi-même, je reste Billy, je reste ma personne, celle qui vous fait kiffer des hacks au quotidien, mais il y a des erreurs d'humain de temps en temps, parce que je suis pas un ordinateur, les gars. Je suis pas une intelligence artificielle. Des conneries, j'en ai déjà fait, malheureusement, involontairement, souvent, qui partaient pas d'une mauvaise intention. Et j'en ferai encore. Je suis un humain, les gars. C'est pas fini, j'en ferai encore. Et moi, dans ma mentale, l'essentiel, c'est de faire avec et de me dire, Merlich, j'ai merdé sur ça, je recommencerai plus. J'ai causé du tort à telle personne, peut-être faut que je m'en excuse. Et j'avance, c'est tout. Pour moi, je vois la vie comme ça. Et ceux qui sont pas contents avec ça, je ne peux rien faire pour vous, vraiment. Moi, je sais que Allah Azza wa Jal, il m'a pas créé parfaitement. Je suis pas parfait, je suis pas un ange. Des erreurs, j'en ferai encore. Donc voilà, je vous dis tout ça vraiment d'un bon sentiment. Je vous dis ça sincèrement. Et, et voilà. Donc sachez que des erreurs, il y en aura encore. Ceux qui veulent me tomber dessus, tombez-moi dessus. De toute façon, comme à mon habitude, j'ai bien compris que on n'allait pas me louper de toute façon sur les prochains trucs. Mais Marlich, c'est la vie. C'est le jeu d'internet. Les gens qui me jugent et me reprochent des choses, etc. Bon, bien sûr, de façon très virulente, hein. Ceux qui me font des rappels dans la gentillesse, avec clémence, avec rahma un peu, ceux-là, il y a aucun souci. Vraiment, je les kiffe du plus profond de mon cœur, il y a pas de souci. Mais ceux qui me tombent dessus avec virulence, etc., bah, qui profitent bien, eux, ils sont anonymes. Ça se trouve, je me fais juger par des gens, et ils ont un casier judiciaire, ils ont des viols inscrits dedans, ils ont des agressions sexuelles. Vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais jamais le savoir, en fait, finalement. Vu que moi, tout est exposé publiquement et eux, non. Mais Merly, c'est le jeu d'internet. Je me suis lancé là-dedans, c'est à mes risques et périls. Donc, ça me fait un peu serrer dans ma tête. Mais tant pis, c'est le jeu. Et voilà. Je voulais juste que vous sachiez que je continuerai à ne pas être parfait, à essayer de m'améliorer tout le temps. Et voilà. C'est les seuls points que je voulais aborder avec vous là. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais je reste humain, les refs. Je vous jure, je reste humain. Des conneries, on en fait tous. Sauf certains sont cachés. Moi, malheureusement, tout est exposé publiquement, surtout en vidéo, en live, où c'est un exercice très difficile, très compliqué. On est amené à faire des choses souvent qu'on ferait pas s'il n'y a pas une caméra braquée sur nous et qu'on doit faire du divertissement à tout prix.
Donc voilà. Et pour ceux qui m'envoient des rappels, qu'Allah nous guide, etc., Amin, bien sûr. Qu'Allah nous guide, que qu'Allah fasse en sorte qu'on s'élève en piété dans notre foi et qu'on aille de l'avant, dans la bonne direction. Et vraiment qu'on suive la sunna et le Coran tout simplement. Bon là, je m'exprime bien sûr pour tous les musulmans hein, dans le chat. Les autres, vous devez peut-être pas comprendre grand-chose, mais bon, c'est pas grave. Mais, mmh, mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire et j'espère que vous m'en voulez pas trop. Après bon, je pense pas avoir fait une énorme connerie non plus. Et pour en revenir à la vidéo d'Inox, les refs, pour en revenir à la vidéo d'Inox, je vais juste clarifier 2 points. C'est bien sûr pas un tatouage ni temporaire, ni définitif, c'était juste de l'encre, en fait. C'est même pas un tatouage qui m'est resté une semaine et qui est parti et c'est un tatouage, c'est pas un tatouage, c'est de l'encre et juste après le truc, en fait, il m'a mis un coup de sopalin et tout est parti. Donc voilà, moi, je me suis dit à R, bon, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai montré mon fiac en flouté, désolé. Désolé, voilà, j'étais avec Jilcy, on était dans une ambiance d'Arka, lui et moi, et vu qu'il fallait faire des points à tout prix dans la liste des défis, voilà, j'ai pas forcément réfléchi aux conséquences, il y a des gens qui peuvent être heurtés, et aussi, j'étais censé avoir la V1 de la vidéo avant que ce soit publié, et de tel truc, j'ai pas eu la V1, la vidéo elle a été publiée cash, bon, petite erreur de la part peut-être de l'équipe ou quoi, mais j'assume, voilà, c'est une erreur que j'ai fait, je m'en excuse. Je vais me repentir auprès d'Allah, Inch'Allah, tranquillement dans mon coin. Voilà, ça, c'est des trucs après qui vous concernent pas forcément. C'est moi dans ma vie, mes erreurs. Mais voilà, en tout cas, bien sûr, bien évidemment, c'est pas un vrai tatouage. Jamais de la vie je ferai ça. Mais, mais voilà, et ceux qui disent l'influence, c'est faux. Je vois pas quelle mauvaise influence Inox a sur moi. Je bois pas, je fume pas. Ma vie est la même. C'est juste durant cette vidéo, avec les défis qu'il y avait, je me suis dit, vas-y, let's go, pourquoi pas. Tu vois, je me suis dit, de toute façon, au montage, on peut tout gérer, on peut enlever certaines parties, trucs, machin. Du moment que le truc est fait pour avoir les points et que je monte ça à Inox et qu'il déhack, voilà. Mais moi, je pensais pas à mal du tout dans ma tête. Je me suis pas dit. Je vais hachem les gens, je vais hachem ma communauté, truc machin. Je me suis pas du tout dit ça, hein, ça partait pas d'une mauvaise intention. Donc voilà la famille. Voilà, je vous ai dit à peu près ce que j'avais sur le cœur là et dans la tête. Mais voilà, merlich, les gens qui veulent me sortir de l'islam, me juger, parler de mon djinn, parler de ma fille, parler de ma vie, mes proches, faites. Si vous êtes juste, si vous pensez être juste dans ce que vous faites, faites. Et sinon, voilà, ça se transformera peut-être en injustice pour moi un jour et on se réglera devant Allah Ta'ala, peut-être un jour, je sais pas. Et je dis je sais pas parce que je suis pas sûr, bien sûr, de la justice, de la justesse de vos propos. Donc voilà. Mais vous êtes hard quand même, hein, vous êtes un peu dur, les gars. Honnêtement, oubliez pas que moi, les gars, après, je vais pas pleurer tout le temps. Au bout d'un moment, j'ai des grandes responsabilités et c'est à moi d'en faire quelque chose de bien. Mais je vous jure, c'est beaucoup de pression sur les épaules. Voilà, j'ai eu 26 ans il y a pas longtemps. Je m'estime assez jeune comparé à ce que j'ai pu vivre dans ma vie. Voilà, j'étais pas avec des gens ou un cadre pour m'élever archi vite, archi tôt dans ma vie. Et je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux en tout cas. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas fait Sciences Po, j'ai pas j'ai pas fait une école dans le top 5 France ou Europe. J'ai un bac ES, j'ai un BTS en informatique, c'est tout. Je suis pas le plus futé, le plus malin, mais je fais de mon mieux, les gars. Je fais de mon mieux, je continuerai de faire mon mieux, je continuerai de faire des erreurs parce que je reste humain et je continuerai de me repentir, c'est tout, hein. Juste mes erreurs, elles sont publiques, contrairement à vous. C'est le truc. Mais voilà. C'est ce que j'avais envie de vous dire. Et voilà. Et sinon, moi, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour vous, encore une fois. Et pour en revenir une dernière fois aux émeutes, restez chez vous, les frérots, vraiment. Là, Là, il y a au moins 4 ou 5 combats en même temps. C'est plus du tout. On est sorti du spectre de la mort du petit Naël Allah Rahmo. Et je pense que tout ça, ça peut lui faire beaucoup de mal. Là, quand j'étais à sa salade Genesa, etc., ça m'a mis une claque. Ça m'a mis une claque parce que je ressentais l'ambiance autour de moi, le prêche de l'imam, la famille. Je me suis dit, le pauvre, est-ce qu'il serait d'accord? Bah, logiquement, non, avec tout ce qui est en train de se passer là et les profiteurs qui viennent pour y mettre leur petit grain de sel et foutre la merde alors qu'ils n'ont rien à foutre de son décès. Voilà. Donc voilà la famille. Sinon, la famille, ce soir, on va passer sur un. Le mec qui change de sujet. On va passer sur le réact de Feldup. Il est assez long. Il fait 1h40, la famille.
Je sais pas si vous l'avez encore vu, qu'Allah te facilite, Amine, Amine, ainsi qu'à nous tous. Mais merci, Amine, Amine. Et je sais pas si vous l'avez encore vu, moi je l'ai pas vu du tout. Même la dernière vidéo de Seb, je l'ai pas encore vue, mais bon, on va juste faire celle de Feldup ce soir. Donc j'espère que vous passerez un bon moment devant le live, malgré tout. Et voilà. Et je m'attends bien sûr à ce que des gens reprennent les moments les plus catastrophiques de mon début de live pour en faire des clips tronqués et dire ah mais là il a voulu dire ça, si ça, machin, truc. Mais Ali, c'est pas grave. Au moins je me suis exprimé avec ce que j'avais sur le cœur sans mauvaise intention et tant pis. Bon la famille, on va passer au live direct. On va passer au live. Ah, attendez, je mets juste le micro bien comme ça. La chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo actuellement a été créée en 2014. Dites-moi si le son il est fort aussi. C'est la même période où je me suis beaucoup intéressé à Marble Hornets, qui est très vite devenue ma série préférée. Marble Hornets est crédité pour avoir créé la majorité des éléments importants du mythe de Slenderman, mais elle a également inspiré des tonnes de gens à créer des web-séries du même style, des web-séries d'horreur en fin de footage assez efficaces qui impliquaient plus ou moins la présence de Slenderman. J'ai été inspiré très vite. Attendez 2 secondes. J'ai pas désactivé les autres pistes. Normalement, comme ça devrait être bon, normalement. Dites-moi. Pour le faire, et en 2014, du haut de mes 12 ans, j'ai créé ma propre web-série sur Slenderman du nom de Costard Noir, qui était un désastre complet. L'histoire n'avait pas de sens, ça n'avait aucun intérêt, le jeu d'acteur était catastrophique, mais c'était mes premiers pas dans la mise en scène d'horreur. J'ai très vite eu honte de ce projet, et je l'ai donc supprimé de YouTube. Mais je l'ai pas que supprimé de YouTube. Ah ouais, d'ailleurs, en parlant du truc vidéo d'Inox, là, en fait, ça a déjà été cuté il y a 2 heures. En fait, c'est une erreur de la part de l'équipe un peu. Ils auraient pas dû mettre ça. Je leur avais déjà dit à l'avance. Moi, voilà. Mais en gros, vu que ça a été cuté il y a 2 heures et que YouTube, ça met plusieurs heures à mettre à jour une vidéo déjà publiée, vers minuit, il devrait plus y avoir le passage, normalement. Vers minuit. Donc bien sûr, moi, j'ai directement fait le nécessaire. J'étais pas au courant. Et voilà. Je l'ai également supprimé de tous mes disques durs. Aujourd'hui, c'est simple, il n'existe plus aucune trace de Costard Noir. Il s'agit d'un lost media perdu à jamais. Il existe quelques traces de moi en parlant de temps en temps dans des petites vidéos que j'avais fait à l'époque, des vidéos récapitulatives où j'en parle. Ça a complètement disparu. Il n'y a plus aucun espoir de les trouver. Et c'est le cas de énormément de produits culturels disséminés un peu partout dans les mémoires des gens. Dans les 2 derniers épisodes de Findings, les 2 premiers épisodes de cette trilogie de vidéos, je me suis penché sur des cas de lost media. D'abord, j'ai parlé de lost media qui n'en sont plus, des lost media qui ont été trouvés, et j'ai parlé ensuite de lost media bien perdus, mais qu'on pensait pouvoir trouver, la preuve étant que on en a trouvé un quelques temps après la sortie de la vidéo. Mais là, on va commencer à vraiment dans la réalité des lost media. On va parler de lost media qui sont complètement perdus, pour lesquels on n'a absolument aucune chance de pouvoir les voir un jour, sauf s'ils se passent. Pourquoi il y en a... Ah. Les gars, je sais pas pourquoi il y a un écho. Attendez 2 secondes. Je vais désactiver ça. Il y a R. Ah d'accord. Un véritable miracle. Il y a plusieurs raisons qui peuvent amener un lost media à être complètement disparu. Le fait que le support du lost media a été complètement détruit, que ce soit des informations qui ont été confisquées par la police. C'est un univers qui est passionnant, mais également complètement frustrant. On va parler de sujets plus ou moins niches, plus ou moins méconnus, et je mets un disclaimer ici, cette vidéo va traiter de sujets parfois assez violents. Vous l'imaginez bien, si un lost media existe encore, mais qu'on ne pourra jamais le voir, c'est bien pour des raisons, et parfois des raisons assez sombres. Cette vidéo va aller dans tous les sens, soyez prêts, préparez un snack parce que ça va durer longtemps, et lançons-nous dans un dernier plongeon dans l'univers terrifiant des lost media, en parlant de ces éléments de la culture que nous ne verrons plus jamais. Léger écho. Putain, je sais pas comment régler ça les gars, je suis désolé. Mais sinon, le son qui bug, c'est dans l'intro de Feldup, c'est pas mon PC.
Faites le premier pas vers une meilleure santé. La R. Vas-y, ok. Je suis désolé, si un léger écho, je pourrais pas faire mieux, les gars, vraiment. L'accident Double Dare. Nickelodeon. Nickelodeon, c'est une chaîne de télévision américaine dont l'impact ne peut être expliqué en quelques mots. Je n'ai personnellement pas regardé Nickelodeon quand j'étais petit, tout simplement parce que j'ai arrêté de regarder la télé très tôt. En plus de ça, en France, même si c'est une des chaînes jeunesse les plus populaires, c'est loin d'être... Les gars, Nickelodeon, je sais plus si c'était dans une vidéo de Feldup ou un autre youtubeur que j'ai vu. Ah non, c'était peut-être un thread sur Twitter. Le créateur, ça a l'air d'être un dégénéré, les gars. Vous voyez, le logo, c'est un yep. C'est un yep. Et en gros, putain, je sais plus ce que j'avais lu dans le thread, mais en gros, c'est un mec qui est obsédé par les pieds des petits. Et en gros, pendant plusieurs castings de tournage, genre iCarly, des trucs comme ça, il me semble, il refaisait faire en boucle des scènes, on voyait les pieds nus des gens. Et quand tu vois le logo, en fait, tu pètes ton crâne. Je sais plus c'était dans quelle vidéo. Remonte le logo. Attends. C'est ça. Logo Nickelodeon. Tu vois, c'est ça là. C'est un pied. C'est un pied et en fait, c'est une obsession qu'a le créateur en fait. Et ils ont changé là maintenant. Ils ont fait Zarma Flack. Mais avant, c'était un yep. Attends, il est où? Moi, de toute façon, je voulais montrer, c'était un yep avant. Mais archi chelou, j'avais lu le thread et tout et je sais pas s'il va parler de ça là, mais... Aussi important pour nous qu'en Amérique, où Nickelodeon est un élément de culture essentiel pour n'importe quel millénial. Mais dans les années 90 et dans les années 2000, Nickelodeon, c'était tout simplement inévitable. Et ça va être également le fil rouge de cette vidéo, étant donné que le sujet va être mentionné non pas une fois, ni deux, mais bel et bien 3 fois au cours de cette vidéo. Nickelodeon a été lancé par la Warner le 1er avril 1979 comme la première chaîne de télévision pour enfants de l'histoire, à la base uniquement pour host l'émission pour enfants Pinwheel. Une sorte de clone de Sesame Street avec des passages live action assez terrorisant, je vais pas vous le cacher. De base, l'audience de Nickelodeon était particulièrement les enfants de moins de 7 ans, avec derrière la plupart des émissions des gens qui avaient bossé pour Sesame Workshop et autres productions pour enfants de l'époque, et c'était pas une très grosse réussite pendant des années. C'était même franchement catastrophique. Il y avait une direction artistique bizarre pour la chaîne, les programmes étaient pas très variés, et en général, c'était un créneau qui était pas forcément très recherché à l'époque. Mais en 1986, les choses vont changer quand la chaîne sera rachetée en même temps que MTV et VH1 par Viacom, un groupe regroupant plusieurs médias américains comme Paramount. Et Viacom, à partir du rachat, va commencer à infuser une partie de ce qui a fait le succès de MTV à l'époque dans Nickelodeon. D'abord fini l'esthétique noire et blanche du logo et dites bonjour à la couleur, les logos animés, le focus sur la couleur orange avec l'apparition du logo iconique avec la tache d'encre. La programmation va également se diversifier et inclure une programmation tout public avec des shows qui vont intéresser également les adolescents. Ils vont également commencer à faire des dessins animés, les Nicktoons, qui vont à eux seuls amener Nickelodeon au sommet dans les années 90, avec d'abord Ren and Stimpy et les Razmoket, et ensuite des trucs pas très connus, genre tout ça là, et notamment un petit truc pas très connu du nom de Bob l'éponge. Mais au milieu de tout ça, tu vas avoir également des émissions live action, avec des tonnes de sitcoms assez basiques, mais qui sont restés pour la plupart dans l'inconscient collectif. Nickelodeon, c'était un monstre d'audience, et même si depuis quelques années c'est clairement sur le déclin, ça reste une part importante de la culture américaine récente. Mais nous, on va se focaliser ici sur une seule émission live de Nickelodeon. Un truc qui, à ma connaissance d'ailleurs, n'est jamais passé en France. On your mark. Get set. Go! Double Dare est un jeu télévisé qui a été diffusé sur Nickelodeon dans sa première édition de 1986 à 1993. Et ça a été, croyez-le ou non, l'un des premiers succès énormes de la chaîne. À lui seul responsable à sa sortie d'une multiplication par 3 de l'audience de la chaîne durant l'après-midi. Sur le papier, Double Dare cette émission, bon, ça n'a rien à voir, mais elle m'a rappelé Prouve-le. Je sais pas si vous regardiez ce truc, je sais plus si c'était sur Gulli ou je sais plus, mais Prouve-le, c'était vraiment de la frappe. Assez normal. C'est une émission tout à fait classique de trivia et de questions de culture G, avec des mini-challenges qui peuvent arriver lorsque tu n'arrives pas à répondre à une question ou lorsque ton adversaire te défie. Alors qu'est-ce que cette émission pour enfants avait que les autres émissions n'avaient pas à l'époque, qui en a fait un petit phénomène? C'était crade à en crever. Les défis dont j'ai parlé précédemment impliquaient des liquides sales, de la bouffe périmée jetée sur les concurrents et des trucs complètement immondes dans des courses d'obstacles lunaires. La base de l'idée de l'émission, selon le co-créateur Geoffrey Darby, c'était qu'il avait vu le jeu Mousetrap, et tu sais les jeux genre Tricky Bee là, et qui s'est dit, et si on remplaçait la bille par un gosse?
Souvent en plus le jeu était complètement cassé, notamment dans le tout premier épisode de l'émission où un des concurrents devait trouver un drapeau dans une couette au milieu de tonnes de plumes. Et ils ont dû refaire la prise plusieurs fois parce que la première fois, ils avaient tout simplement oublié de mettre les drapeaux. La deuxième fois, l'enfant l'a pas trouvé et comme il se sentait super mal, ils se sont dit « Allez, on va quand même lui donner une seconde chance ». La troisième fois, le drapeau a été mis grave en évidence. Puis après, le caméraman s'est emmêlé dans les obstacles et est tombé. En bref, la production de ces épisodes est à chaque fois chaotique. L'ambiance est cheap et ragoûtante, mais étonnamment, le résultat marchait. C'était nouveau de faire un truc bien crade pour attirer les enfants à la télévision. Ce qui me fume le plus personnellement avec cette émission, c'est le présentateur, Mark Summers. Ce mec, il est ultra propre sur lui pendant toutes les émissions. Il est tranquille dans son coin en train de commenter l'action dans son petit costard, alors qu'il est payé à regarder des enfants passer un moment médiocre. Je trouve que c'est une putain de légende. Mais évidemment, comme toute émission, les coulisses sont en général moins fun que le résultat final. Il y a plein de choses que je pourrais dire sur Double Dare, notamment le fait que l'odeur sur le plateau tout au long de l'existence de l'émission était rancide. À un moment, par exemple, ils ont utilisé le même réservoir géant rempli de haricots périmés pendant 25 épisodes, au point qu'à la fin, l'odeur était intolérable. Le mec qui a dû nettoyer ça, c'était un type qui bossait pour nettoyer des fosses septiques, donc le mec était normalement habitué à s'occuper de ce genre de trucs, et après avoir fait son taf, il leur a dit que c'était la pire chose qu'il ait eu à nettoyer de toute sa carrière. Je pourrais aussi donner des anecdotes intéressantes mais pas forcément très drôles, genre par exemple le fait que Mark Summers est profondément atteint de TOC et que du coup faire chaque épisode était pour lui assez compliqué, était une sorte de challenge. Mais ici on va pas parler de tout ça, on va parler de Lost Media. Et les jeux télévisés, c'est un des types de Lost Media les plus populaires. Il y en a en général des tonnes pour chaque émission. Si les jeux télévisés ont une place aussi importante dans le monde des Lost Media, c'est parce que les épisodes sont en général jamais rediffusés. Au contraire des séries, les jeux télévisés ne sortent presque jamais en coffret DVD, car personne sur Terre n'a envie d'acheter par exemple 20 épisodes de Questions pour un champion pour les re-regarder chez soi. Et toi là ? Genre ça n'existe pas. Donc à ce jour, sur les 482 épisodes jamais diffusés ou juste tournés, seulement 462 sont disponibles, faisant donc une liste de 20 épisodes perdus. Et ils ne sont clairement pas tous importants ni intéressants. La plupart du temps, pour cette émission, quand un épisode est perdu, c'est juste que personne l'a enregistré, quoi. Il manque par exemple l'intégralité du pilote de l'émission que j'avais mentionné plus tôt, mis à part... Mais les gars, je pense que c'est le créateur de l'émission qui est derrière toutes ces bizarreries. Mais c'est quoi ? C'est une élite sataniste ? C'est quoi le truc ? C'est pas possible. Comment est-ce qu'il peut vouloir faire subir des odeurs aussi atroces à des gosses qui viennent laisser la même cuve d'haricots pourris pendant 25 épisodes? Genre, qu'est-ce que ça lui coûtait de changer? Genre, est-ce que c'était vraiment son kiff de les mettre dans de mauvaises postures? Par les quelques extraits que j'ai pu vous présenter avant. Il manque également une bonne douzaine d'épisodes d'une saison car ils auraient été détruits dans une inondation. Mais moi ici, je veux me pencher sur 2 épisodes qui n'ont jamais été diffusés, dont on ne retrouvera de manière quasi certaine jamais la moindre trace. Laissez-moi vous parler des 2 accidents de l'histoire de Double Dare. Lors d'un épisode d'une des premières saisons, un des enfants était arrivé jusqu'à l'étape du concours d'obstacles. C'est simple, si vous arriviez à ce point-là, vous deviez faire une course d'obstacles immonde et élaborée en moins de 1 minute pour gagner quelque chose de généralement plutôt cher. Et là, c'était une très grosse télévision. L'enfant était donc déterminé à la gagner. Il se place devant la ligne de départ, Mark Summers commence un décompte, et à son terme, l'enfant démarre. Il franchit les obstacles avec aise pour finalement arriver à un obstacle appelé la Sewer Chute, ou la chute d'égout. Cet obstacle, souvent réutilisé dans l'émission, consistait en une échelle amenant à une plateforme qui elle-même amène à une autre échelle dans une boîte en plexiglas qu'il faut descendre. Un obstacle simple, vous allez me dire, sauf que l'enfant, une fois arrivé sur la plateforme en hauteur, a glissé et est tombé vers le sol, à l'envers, tête la première. C'est simple, à ce moment-là, Mark Summers ainsi que toutes les personnes présentes sur le plateau pensaient que l'enfant venait de se craquer la nuque et qu'il était mort. Il y avait tous les éléments pour le penser. Le type de chute, le bruit, le silence après, il y avait tout. Mark va s'approcher de l'enfant et lui demander si ça va, en boucle. Et selon ses propres dires, ce gosse n'aurait tout simplement pas dû survivre. Et pourtant après, il a continué tranquille la course d'obstacles et il l'a fini. Évidemment, l'épisode n'a pas été diffusé. Ça aurait pas été... Est-ce que vous pensez que c'est l'adrénaline qui l'a maintenu en vie? Examen après l'émission, quand il a refroidi, il y a eu plus de très stylé de montrer la quasi-mort d'un gosse. L'adrénaline, c'est un truc de fou quand même. Mais moi, ce qui me fume, c'est une autre des grosses raisons pour laquelle cet épisode n'a jamais été diffusé. Je sais pas. Le père de l'enfant. À la fin de l'enregistrement, le père de l'enfant va s'approcher de l'équipe de production et va se présenter. C'était un avocat. C'est surtout du et mytho. Il va dire... Vous savez que c'était très dangereux quand... Ça peut pas être du mytho vu qu'il y a eu l'épisode qui a vraiment été tourné. Bon, je crois que c'est un Lost Media aujourd'hui, il n'y a plus l'épisode de dispo. Mais je crois vraiment que ça s'est passé. Bon. Comme course d'obstacles. Le prix de la course d'obstacles, c'était une télé.
Là, et c'est pas une fake news, c'est vraiment arrivé, il donne sa carte de visite et les menace, s'il ne lui donne pas la télé, de les traîner en justice. Et après ça, une des règles pour le casting de la série était d'interdire tout enfant qui avait des parents avocats. Maintenant, laissez-moi vous parler du deuxième accident durant cette émission. Il s'agit d'un des accidents de la télévision pour enfants les plus extrêmes que j'ai pu lire. Les prémices sont les mêmes. Lors d'un enregistrement d'un épisode, un enfant fan de l'émission était arrivé au niveau de la course d'obstacles. Il est complètement impatient et commence, dès que Mark Summers lui dit go, à franchir les épreuves. Puis un moment, il tombe par terre. Ce qui est parfaitement normal pour une émission de ce type-là. Sauf qu'en tombant, il va se casser le bras. Et l'os va transpercer sa propre peau et ressortir à l'extérieur. C'est 100% vrai, ça s'est vraiment passé. Mais alors du coup, vous allez me dire, quel type de chute peut provoquer de telles conséquences ? Ils ont mis un clou, quoi. Et là, il y a une douille. Avant de faire un épisode de Double Dare, les enfants doivent remplir avec leurs parents des formulaires pour être certains qu'ils puissent participer et également pour nier la responsabilité de l'émission s'il y a un accident auprès des assurances. Une des questions du formulaire, c'était « Est-ce que votre enfant a des os cassés ?» Et là, le gosse a menti. Tout simplement parce que Double Dare, c'était le phénomène. Tout le monde voulait passer à la télé dans cette émission. Et il a juste menti. Cet enfant avait en réalité bel et bien des os cassés dans son corps. Très exactement, il en avait 17. Wesh. Le gosse avait la maladie des os de verre. Et en tombant, il a fait ressortir tous les os cassés de son corps qui ont perforé sa peau. Apparemment, la vision du truc était tellement extrême. Et même les parents, ils sont au courant de cette maladie, c'est responsable d'accepter que son gosse aille Même dans pour ce- le présentateur, qu'il a dû partir du set, sinon il allait vomir. Et à ce moment-là, l'épisode a été complètement annulé, et les cassettes de l'événement, on ne sait pas où elles sont. Évidemment, on les verra jamais de notre vie. C'est genre certain de chez certains. Nickelodeon n'aurait aucun intérêt de montrer ces images. Mais cette histoire, si je la raconte en premier, c'est pour vous donner des petites idées pour votre imaginaire avant de commencer. Double Dare, c'était une grosse émission. Mais aujourd'hui, c'est tombé dans l'oubli. C'était un jeu télévisé random et ces informations que je vous ai données sur les épisodes perdus, on les connaît car les présentateurs les ont racontées en interview des dizaines d'années après. S'ils l'avaient pas fait, on n'en saurait rien de tout ça. Imaginez la quantité de choses terribles qu'on pourrait trouver si on allait dans les archives des chaînes de télévision pour enfants et même des chaînes de télévision en général. Tous les enregistrements qui ont mal tourné, qui ont été passés sous le tapis, des diffusions perdues mais convoitées. Il y a tant de choses qui nous est cachées, qui a disparu ou qui est stocké dans l'espoir que personne ne les retrouve. Et ça ouvre un tel éventail de possibilités qu'on va seulement effleurer avec cette vidéo. Imaginez le nombre de trucs qui nous est caché. Timothy Treadwell tape. En tout cas, moi, les Lost Media issus de la télévision, c'est ce qui me fascine le plus. Genre me dire que c'est une émission qui a continué de se dérouler de façon mensuelle ou hebdomadaire et qu'ils aient fait sauter des épisodes où il s'est passé peut-être, je sais pas, des gens sont décédés et tout, qu'ils en ont retourné un derrière pour en mettre un nouveau. Je trouve que c'est de la pure folie. Il a dû se passer ça plein de fois dans l'histoire. Ok, on commence les choses sérieuses. Ce sujet va être particulièrement dur à regarder ou à écouter pour certains. Vous pouvez utiliser les chapitrages de YouTube si vous trouvez qu'à n'importe quel moment un sujet dépasse votre seuil de sensibilité. Laissez-moi vous parler de l'histoire tragique de Timothy Treadwell, liée à un des Lost Media les plus sombres de l'histoire. Timothy Treadwell est né le 29 avril 1957 à Long Island dans l'État de New York. Il était le troisième de 5 enfants. Si son enfance était plutôt simple et idéale, la typique expérience de l'enfance américaine, sa vie est devenue plus sombre à partir de l'adolescence à cause de troubles au sein du foyer familial. Il s'est mis à boire beaucoup et finissait régulièrement complètement saoul. Dans cet environnement, il va quand même réussir à finir le lycée, malgré des notes plus que médiocres, et il partira ensuite au sud de la Californie pour ses études. Ce changement ne va pas améliorer son état, il va continuer à boire des quantités absurdes d'alcool, il va s'enfoncer dans les fêtes et les soirées étudiantes, et il va tomber dans les drogues dures, avant de faire une overdose d'héroïne et de cocaïne dans les années 80. I went to programs. I tried quitting myself. I did everything that I could to try not to drink, and then I did everything I could to drink. And it was killing me. C'est un gars du nom de Terry, un vétéran du Vietnam, qui va le sauver. À ce moment-là, Tim il se retrouve seul à l'hôpital. Il est en train de se poser de nombreuses questions sur sa vie, sur la trajectoire qu'elle prend et à quel point elle ne correspond pas à ce qu'il souhaite. Et à ce moment-là, Terry, il va lui proposer d'aller en Alaska pour aller observer les grizzlies. Et il va se décider de le suivre, parce que leur amitié, elle était en train de grandir, elle était en train de se souder. Et là-bas, il va avoir une épiphanie. Son expédition va consister à faire du camping dans le parc national et réserve naturelle de Katmai, un immense parc naturel au paysage magnifique et avec une faune composée majoritairement d'ours bruns, dont particulièrement des grizzlies, qui sont souvent observés par les passionnés d'ours en train de pêcher du saumon à la main dans les rivières du parc.
Tim va dire plus tard que la première fois qu'il va voir un ours, il va avoir une révélation et se rendre compte que c'était ce qu'il voulait faire dans sa vie, observer ces animaux et tout savoir à leur sujet. Ses premières tentatives d'approche d'ours étaient franchement ratées. Le premier Les gars, vous voyez ça? Ça me fascine. Genre, peut-être on n'est pas animé par certaines choses dans la vie. Moi, je sais que mes jours, je les enchaîne en étant fasciné par quasiment rien. Mais peut-être que, peut-être que mon kiff à moi, peut-être c'est de regarder les pélicans. Genre, les regarder en boucle. Genre, vraiment, peut-être, c'est ça ma vocation, tu vois. Et lui, il a trouvé que c'était regarder des ours. Peut-être c'est des trucs totalement aléatoires. Peut-être il y en a un dans le chat, sa passion, c'est de plier une feuille A4, genre toute la journée, genre. ours qu'il va voir va fuir dès qu'il le verra, ce qui va le Faut rendre qu'on puisse triste. trouver ce qui nous, Et il ce va qui nous raconter anime plusieurs comme ça. fois le fait qu'il était inexpérimenté et nul en camping, détestant les insectes et le froid. Néanmoins, il va continuer d'aller requins. tout seul, Ah, j'avoue, c'est et facile. j'insiste bien sur ça, tout seul dans le parc national de Katmai. Il va plus particulièrement aller dans l'Alo Bay, un endroit qui est aussi connu comme le sanctuaire des grizzlies. Son objectif, et c'est ce qu'il dira à Mark Emery, un réalisateur de documentaires animaliers qui l'aurait vu depuis son hélico durant une de ses expéditions, était d'apprendre à vivre auprès des ours. D'ailleurs, durant cette interaction dans les années 90, il dira également à Mark Emery qu'il avait besoin d'aide et qu'il voudrait bien être guidé en dehors du parc parce qu'il avait peur des ours qui venaient dans son camp et qui commençaient à être un peu trop à l'aise avec ses affaires qu'il... Cette histoire, elle me rappelle juste, au premier abord, elle me rappelle juste la vidéo de Squeezie, où il parle d'un père de famille qui est réalisateur, qui a fait faire un film à sa famille dans un safari, dans un zoo, je sais pas, dans la savane avec des lions, et qu'ils se sont tous fait ramal par des lions, juste à cause du daron. Il Ça me rappelle s'amusait ça un à peu. déchiqueter. Absolument pas du foreshadowing. Après quelques années en Alaska, il va revenir en Californie, maintenant complètement sobre, et devenir barman. Mais sa passion pour les ours ne va pas s'atténuer. Il va directement créer une association avec sa copine de l'époque, Jo Palovac, Grizzly People, qui avait pour objectif de financer ses voyages réguliers en Alaska pour qu'il étudie les ours. Là, il va réussir à se créer une sorte de renommée de niche. Les gens, même les professionnels, étaient véritablement impressionnés par sa capacité à approcher les ours de très près. On pouvait le voir jouer avec des oursons, ce qui est complètement fou, et son objectif était de casser la, selon lui, idée reçue que les ours sont dangereux. Il avait vraiment pas peur. Alors que